nous sommes à présent munis des 4 équations de Maxwell. Divergence de E égale ρ sur epsilon 0, divergence de B égale 0, rotationnel de E égale moins dB sur dt, et enfin, rotationnel de B égale mu 0j plus epsilon 0, mu 0 dE sur dt. Nous allons constater que ces 4 équations de Maxwell, lorsqu'elles se combinent, mettent en évidence un comportement ondulatoire des champs. Mais pour ce faire, il faut commencer par une situation simple. On va donc envisager les équations de Maxwell dans le vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de charge, par conséquent la densité est nulle. Et puis le terme mu 0j disparaît aussi, puisque dans le vide pur, puisqu'il n'y a pas de charge, il n'y a pas non plus de densité de courant. Et donc nous avons 4 équations de Maxwell un petit peu simplifiées, qui se sont un peu symétrisées. Divergence E égale 0 comme divergence B, rotationnel de E égale moins dB sur dt, et rotationnel de B égale epsilon 0 mu 0 dE sur dt. Alors, pour mettre en évidence le caractère ondulatoire du champ qui apparaît, il faut le faire moyennant 2 modalités. D'abord, ça va être via le système d'écriture, les mathématiques. L'inconvénient de l'approche purement mathématique, c'est qu'on ne comprend pas très bien l'origine physique du comportement ondulatoire. Donc on va commencer par l'approche mathématique et ensuite nous verrons par quel processus physique sans équation, ou avec le minimum d'équations, on met en évidence la propagation d'un champ, propagation ondulatoire, qui par définition correspond à une propagation de proche en proche dans l'espace, et en l'occurrence sur les 3 dimensions. Alors l'idée ici, c'est d'appliquer l'opérateur rotationnel sur l'une des 2 équations dans laquelle un champ est décrit déjà par son rotationnel. Alors, on peut le faire sur rotationnel de E égale moins dB sur dt. On pourrait aussi le faire sur rotationnel de B égale epsilon 0 mu 0 dE sur dt, peu importe, parce que ça fonctionne de façon rigoureusement analogue. Et de fait, l'équation dite de D'Alembert qu'on va trouver à la fin, en fait, on la trouverait également pour E comme pour B. On va le faire pour le champ E, donc en appliquant le rotationnel sur rotationnel de B, et je vous invite, peut-être plus tard, après cette vidéo, à refaire le même travail, mais sur le champ complémentaire. Donc on applique rotationnel à rotationnel de B. Alors, en toute rigueur, il faudrait mettre une flèche de vecteur ici, puisque le rotationnel appliqué à rotationnel de B donne encore un vecteur, mais on ne veut pas alourdir inutilement les notations. Et là, on obtient évidemment, on a pris rotationnel à gauche, il faut prendre également rotationnel à droite. Ici, nous avons besoin des mathématiciens et d'une formule classique d'analyse vectorielle. Rotationnel d'un rotationnel. Vous trouvez ça dans les formulaires d'analyse vectorielle. Ça peut se réécrire moyennant d'autres opérateurs. Et en l'occurrence, ça donne le gradient de la divergence de B moins un nouvel opérateur que nous allons commenter tout à l'heure, qui est Laplacien de B. Qui est Laplacien de B. Et puis, à droite, la constante epsilon 0, mu 0 sort, des parenthèses, puisque l'opérateur rotationnel est linéaire. Et ensuite, nous faisons apparaître rotationnel de dE sur dt. Or, nous faisons ici appel à un résultat que nous avons déjà utilisé. Un opérateur spatial appliqué à une dérivée temporelle est égal à la dérivée temporelle de l'application du rotationnel sur le vecteur. Puisque variables d'espace et variables temps sont indépendantes, on peut échanger l'ordre de la différentielle spatiale par rapport à la dérivée temporelle. Et on obtient finalement d sur dt de rotationnel de E. Alors, on est presque arrivé, on est presque au bout.
Divergence de B est nulle, puisqu'on est dans le vide. De toute façon, divergence de B est toujours nulle, vide ou pas. Donc ce terme disparaît. Il reste ici moins Laplacien de B égale epsilon 0 mu 0, d sur dt, et là, rotationnel de E. Donc il faut convoquer la troisième équation de Maxwell. Rotationnel de E, c'est moins dB sur dt. Si bien que un moins apparaît, qu'on met en tout début de second membre, membre de droite, et du coup, on a d sur dt de dB sur dt. C'est-à-dire qu'on fait apparaître une dérivée d'ordre 2 du champ magnétique. Et voilà notre équation dite de d'Alembert. Alors, contrairement à ce que j'ai affirmé, en fait, on l'a établie sur le champ magnétique, et vous ferez le complément de la démonstration en prenant le rotationnel de E, et vous verrez qu'en fait, on obtient exactement le même résultat. Donc, on peut noter ici, pour conclure, on a Laplacien de E égale epsilon 0 mu 0 d2E sur dt2, et identiquement, Laplacien de B égale epsilon 0 mu 0 d2B sur dt2. Voilà les équations dites de d'Alembert. Ici, on a une dérivée temporelle d'ordre 2, et nous verrons dans quelques minutes que dans les Laplaciens, là, il y a aussi des dérivées partielles, mais spatiales par rapport à x, y, z. Ça veut dire que les équations qu'on obtient sont des équations dites aux dérivées partielles, puisqu'elles combinent dérivées partielles spatiales à dérivées partielles temporelles. Bien, alors, à présent, ça c'est le presse-agrume des mathématiques, le système d'écriture, la physique théorique. Lorsque Maxwell a obtenu ces 4 équations, même si ça ne s'est pas passé exactement comme ça, avec des équations sous cette forme, il a effectivement combiné mathématiquement les opérateurs pour faire apparaître une équation dite de d'Alembert, parce que ça, c'est une équation de la physique ondulatoire. Donc, la physique théorique dit que dès lors qu'on a les équations de Maxwell, le comportement ondulatoire est prévu par la théorie, quand bien même on n'aurait pas observé ces ondes. Mais il faut aussi s'efforcer de donner une interprétation plus physique, qui n'utilise pas le système d'écriture. Alors pour ce faire, c'est assez facile. On va garder en tête les deux, peut-être je peux les réécrire, les deux équations de Maxwell qui font intervenir l'opérateur rotationnel, les divergences étant nulles, elles sont beaucoup moins intéressantes. Et puis maintenant, on va faire l'hypothèse qu'on a, quelque part, dans l'espace, un champ électrique qu'on va supposer vertical, alors vers le haut, mais qui varie. Donc c'est un champ, par exemple, sinusoïdal. Il reste vertical, mais en norme ou en intensité, il est variable, avec une période grand T, une pulsation oméga égale 2 pi sous grand T, etc. Je suppose que c'est vrai en un point de l'espace particulier. Alors, par cette équation-là, ce champ variable, puisqu'il possède une dérivée, eh bien, crée un champ magnétique, un champ de rotationnel, c'est-à-dire que, localement, on obtient des lignes de champ de B, avec ici, par exemple, B qui va être, en fait, orthoradial, c'est-à-dire perpendiculaire au plan du tableau. Par rotationnel de B égale epsilon 0 mu 0 dE sur dt. Et du coup, ce champ varie lui aussi, puisqu'il suit, si par exemple on a un champ E qui est sinusoïdal, la dérivée d'un sinus, ça donne un cosinus, on aura aussi un champ B qui va varier en intensité. Donc, cette dimension-là étant éventuellement très très petite, hein, puisque c'est dans le voisinage immédiat de la variation du champ E. Or, maintenant, ce champ magnétique qui varie dans le plan normal au plan du tableau, par rotationnel de E égale moins dB sur dt, crée aussi un champ électrique, qui est un champ de rotationnel, avec des lignes de champ qui sont circulaires, et un champ E qui est orthoradial. C'est-à-dire que cette fois-ci, maintenant, là, vous avez B qui devient la source d'un champ électrique orthoradial avec
une géométrie de ce type-là, qui est celle d'un champ de rotationnel. Comme B est sinusoïdal, eh bien E aussi. Et à nouveau, par cette équation-là, ce champ rouge crée à nouveau des lignes de champ pour un B qui, lui, est orthoradial. Et ainsi de proche en proche. Et puis, dans toutes les directions. On a pris ici une direction horizontale qui était totalement conventionnelle et arbitraire, mais en réalité, cette variation-là, en fonction de la géométrie, peut générer des ondes qui se propagent un peu dans toutes les directions. En l'occurrence ici, avec cette géométrie de champ E et B, effectivement, la propagation se fait sur l'axe horizontal. Donc là, en fait, on constate, sans avoir écrit aucune équation, juste en exploitant les équations de Maxwell, on constate que c'est le couplage entre ces deux équations-là, le couplage, la source génère un effet, qui devient lui-même effet d'un nouvel effet, qui devient à nouveau source de l'effet, et ainsi de suite. Donc on comprend comment la perturbation se propage de proche en proche par le couplage de ces deux équations de Maxwell. Et la formalisation mathématique de tout à l'heure n'est jamais que la traduction formelle, symbolique, avec les opérateurs propres, qui conduisent à l'équation dite d'Alembert. Mais il faut bien comprendre le processus physique qui est lié, en fait, à la nature des équations et au couplage qu'il y a entre les sources et les effets.